Ma chère Yvette, bien sûr, je pourrais parler de toi. Te dire combien je t'aime, à quel point je t'admire, dans ta vie, dans ton métier aussi. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire la différence, hein? Puisque toi, plus que tout autre peut-être, as su mettre de l'art dans ta vie, mais surtout tellement de vie dans ton art. Te dire aussi à quel point notre rencontre a été importante pour moi, mais ça tu le sais. Oui, ce que nous avons fait ensemble a été pour moi comme une révélation, ou plutôt comme la confirmation d'un sentiment encore confus. Mais grâce à toi, j'ai compris qu'il n'y a pas de plus beau métier, de plus belle chose que le théâtre, puisque lui seul nous permet de connaître des moments de grâce, des instants magiques, très fugaces, mais essentiels, puisqu'il vous donne tout à coup le sentiment d'être totalement, de vivre complètement, le sentiment aussi d'une vraie communauté humaine, faite d'émotions, d'intelligence, de sensibilité. Oui, enfin, c'est difficile de parler de toi sans faire l'éloge du théâtre. Bon, tu vois, j'ai acheté des roses. Elles sont pour toi. Je voulais te les offrir, là, maintenant, tout de suite, mais je peux pas. Mais comme je voudrais te faire quand même un cadeau, alors j'ai pensé t'offrir un texte que tu connais et que tu aimes beaucoup, je crois. Voilà, c'est pour toi, Yvette. Donc regardez résolument ce qui s'étire devant vous. Ne pas avoir peur. Vous êtes face au câble, voilà. Agrippez des deux mains à la passerelle devant ce câble horizontal sur lequel vous n'osez pas poser le pied. Gagnez du temps, mesurez l'espace, palpez le vide, pesez les distances. Si je passe, peut-être je serai funambule. D'abord un pied, le pied d'équilibre. Conduire progressivement bras et jambes. Gardez cette position, c'est le premier point. Ensuite, amenez la jambe libre devant ou derrière l'autre. Les deux pieds sur le fil. Les bras servent de balancier, ils s'agitent, et puis c'est une affaire de patience entre le fil et vous. Le câble est limpide, mais pour s'y aventurer, il faut être totalement funambule. Devenir l'homme du fil, le magicien de haut vol qui de son chemin vénère la longueur. Partir, m'élancer, et une fois parti, mais attention, vous possédez le fil, c'est vrai, mais l'essentiel est dans le simple. C'est pourquoi le long chemin vers la perfection est horizontal. Au-dessus des parterres, vous devez passer, seulement passer, on vous oubliera. Bien sûr, le vide terrifie. Prisonnier d'un morceau d'espace, vous combattez d'obscurs éléments. L'absence de matière, le manque d'équilibre, le vertige et l'envie noire de regagner le sol, même en vous écrasant. Mais à la suite de longues heures d'entraînement, survient le moment où la difficulté n'existe plus. Tout est possible, tout semble léger. À cet instant, beaucoup ont péri. Mais de cela, je ne veux pas avoir peur. Et puis, si un exercice me résiste jusqu'à devenir intenable, je dois prévenir dans mon spectacle un mouvement de remplacement, au cas où la panique m'étranglerait. Parfois, autour du fil, le ciel noircit, le vent se lève, le câble se refroidit, le public devient soucieux, j'entends des hurlements à l'intérieur de moi. Le fil cesse de respirer, et moi aussi. Et dans l'attente de la chute, j'en arrive à maudire le fil, mais je n'ai toujours pas peur. Seulement je sais que peut-être demain, c'est au bord de la plateforme que cette angoisse apparaîtra. Un affreux jour, elle sera peut-être au pied de l'échelle de corde à m'attendre. J'aurai beau me secouer, plaisanter, le lendemain elle se tiendra dans ma loge tandis que je mettrai mon costume. Et ensuite, c'est dans mon sommeil qu'elle me rejoindra. Je m'écraserai 1000 fois en rebondissant sur la piste d'un cirque. Au réveil, elle sera sur moi, collante, indélébile, pour ne plus me quitter. Et de cela, ciel, j'ai une peur fiévreuse. D'imaginer qu'il me faille, un soir, abandonner le fil. De devoir répondre, j'ai peur, j'ai rencontré la sainte peur. Elle m'envahit, elle suce mon sang. Moi qui espérais le cadeau le plus cher aux funambules, une fin sur le fil. Moi qui lançais aux autres sur leurs cordes.
Sache que ta vie est courte. Mais qu'y a-t-il de plus brave qu'un homme heureux en plein vol? Je t'embrasse. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco y el alto cielo, su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, como las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma, el que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado una marcha de mis pies cansados, como ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo y charcabarando los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Il n'y a aucune raison, en fait, que je sois comédienne et chanteuse. C'est de la chance. C'est un concours de circonstances. Ma mère qui rêvait d'être institutrice et qui n'a pas pu le faire.
m'a acheté un piano. C'était lié pour elle à l'école, à chanter. Et grâce à ce piano, tout s'était enchaîné. Je suis devenue comédienne, chantant d'abord dans un petit chœur, puis après dans un théâtre pour enfants, et puis après, de fil en aiguille, voilà. Je me suis inscrite à l'école romande d'art dramatique. Et parce qu'il y a eu dans la boîte aux lettres une publicité pour l'école romande d'art dramatique. Et j'ai dit à mes parents, ben ouais, c'est ça que je veux faire. Et voilà, et maintenant ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je dirais pas toujours avec une passion intacte. J'ai une passion intacte pour ce métier, mais je suis à un moment maintenant où j'ai empilé beaucoup de savoir, d'expérience. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, trop, beaucoup. Je suis à un moment donné maintenant où toutes ces choses empilées se sont un petit peu écroulées et je dois observer cet écroulement et puis me dire, eh bien, qu'est-ce que je choisis en fait? Qu'est-ce que je privilégie? Bien sûr, c'est tout le temps dans la vie qu'on se pose ces questions-là. Mais là, c'est plus crucial. Donc, je suis à un passage. Bon, après 40 ans de métier, c'est sans doute normal. Et dans ma vie aussi, il faut que je fasse avec le vieillissement, que je fasse avec la fin, avec la mort. On a fait un spectacle dernièrement sur ce sujet. Et tant que je le faisais, j'étais pleine d'allégresse. Et tout d'un coup, j'ai eu... je ne sais pas comment parler de ça, sans être grandiloquent et sans être... mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire l'expérience chaque jour de la perte, quoi. Et j'ai beaucoup travaillé avec ça, je me rends compte, mon chemin de comédienne et de femme, avec les faiblesses, avec la perte, avec le vertige, avec le doute, avec le déséquilibre, avec la marge. Finalement, même si je travaille dans des institutions, ouais, pas des moindres des fois, j'essaye toujours de rester dans une marge. Et c'est pas présomptueux de ma part de dire ça pour pas être trop dans l'aveuglement. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas dans l'obscurité, je suis tout le temps dans l'obscurité. Mais je trouve que dans le monde dans lequel on vit, tout est réduit à l'état de marchandise, et la culture aussi, et toutes les cultures aussi. Et je trouve que c'est terrible, parce que c'est mort. Et on sait bien que quand c'est mort, le moindre caillou qu'on jette dans la mare des milieux culturels fait des vagues, à non plus finir, fait des ronds, et il faut juste attendre que ça se tasse. Mais ça repose des problèmes. Quel acte théâtral? Pourquoi faire du théâtre? Comment faire du théâtre? Et c'est important. Je ne vais pas trop me perdre là un petit peu, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et je ne voudrais pas faire des théories, parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas seulement rester à ce niveau-là, il faut aussi que ça descende encore. Et j'ai lu hier, les théories passent et les grenouilles restent, quoi. La première fois que on nous a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, non, nous a-t-on expliqué, c'est une chose qui s'insère dans le sol, mais qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut, il la voit, il l'entend, mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Svetlana Alexievitch est allée 10 ans après la catastrophe de Tchernobyl interviewer des gens qui avaient vécu cette catastrophe dans tous les milieux sociaux. Elle a eu beaucoup de courage de faire ça parce qu'elle a subi des pressions. Et
heureusement, ces témoignages-là ont été donnés dans beaucoup d'endroits. C'est important que le théâtre puisse aussi témoigner de ces paroles-là, de ces gens qui ont été abusés, d'autant que politiquement, et même du point de vue de l'OMS, cette catastrophe n'a pas été prise en compte à sa juste valeur. Le lobby nucléaire est très très puissant. Le jour de l'évacuation, quand on obligeait tout le monde à grimper dans les cars, ils ont pris leurs vaches et ils sont partis dans la forêt. Ils ont attendu le départ de tout le monde. Et d'où nous est-il venu, ce malheur? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Je suis bien quand je me mets au service d'une parole. On a fait un spectacle avec François Nicot, qui est décédé maintenant, un musicien, sur Laïla, une réfugiée libanaise qui voulait avoir l'asile politique en Suisse. C'était très très fort de faire ce spectacle, de donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais en fait. Et ça me plaît dans ce métier. Comme je vais faire un spectacle sur Jenny Imberdreau, avec un texte de Michel Beretti, ça me plaît de montrer des gens qui combattent, des gens qui ont, surtout Jenny Imberdreau, qui a traversé le siècle en étant tout le temps en alerte, en indignation par rapport au monde. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Et peut-être ce qui me manque dans mon métier, c'est que je fais que ça. J'ai fait que ça, jouer, chanter. Et des fois, je me dis, mais et élever un enfant, et rencontrer des gens, c'est pas si mal, mais j'ai peu fait d'autres choses. Parce que ça m'a pris tout mon temps, toute mon énergie. J'ai joué. Et des fois, il y a comme un petit vertige. Je me dis, mais il y a peut-être d'autres choses à faire aussi. J'ai fixé le micro dans les cheveux pour le tour de chant. J'ai la boîte ici. Et puis l'émetteur est en bas. C'est les anciens ateliers mécaniques. Hein. C'est pas vraiment une loge au sens habituel du terme, mais c'est pas grave. Avant d'entrer sur scène, j'essaye de penser à rien. C'est vrai. J'essaye d'être le plus disponible possible. Donc, dans la mesure du possible, je pense à rien. C'est vrai. Oui, je ne peux pas dire beaucoup plus parce que c'est justement tout le cheminement, c'est d'arriver à être vide. Alors voilà. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme fort? Je me suis jamais dit ah, tu vas jouer Médée, t'as envie de jouer qu'est-ce qu'il y a comme rôle, Hamlet, je sais pas, des rôles importants. Ça n'a jamais été dans mon désir, parce que pour moi ça c'est de la culture, puis la culture je m'en fous un peu. Peut-être je dis ça, je suis pas très cultivée, mais dans mes aventures théâtrales, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'équipe. L'équipe, ou les personnes, ou la personne, ou le projet. Parce que jouer le rôle d'Hamlet dans une production qui est pas...
Enfin, je crois que c'est compréhensible ce que je dis, quoi. C'est l'aventure qui m'a... Comme j'ai participé à l'aventure du théâtre populaire roman, comme j'ai participé à l'aventure du Théacte, groupe de théâtre autogéré, qui était un projet magnifique, qui s'est arrêté faute de moyens financiers. C'était dommage. C'était un groupe qui réunissait des acteurs romans. Comme après j'ai participé à l'aventure du théâtre de poche avec Martine Pachou, comme j'ai participé à un compagnonnage de plusieurs spectacles avec Philippe Morand, avec Armand Deladoué, avec André Stégère, c'est des projets qui m'intéressent, et pas des rôles à jouer. Il faut cacher les sectus. Ah, c'est Dominique qui fait ça. Dominique, je la connais depuis, on travaille ensemble depuis 1986. L'inauguration du centre Poussepain à Paris. 86, hein. Donc on se connaît depuis... On se connaissait déjà avant, mais oui, c'est vrai que... mais tu m'accompagnes depuis 1986. Par étape, par moment. Par moment. J'ai l'impression d'être Irma, tu sais. Hein, de la Castafiore. Oui, alors, je joue de la Castafiore. je fais Irma. Ah, je fais Irma Wagner en même temps. je me suis pas lavé les cheveux, là, ils sont pas très propres. J'ai encore assez bien fait ça, ou bien? Oui, tout à fait. Ça a l'air de tenir. Simplement, je peux juste mettre celui-là dessous. Si jamais un spectateur te regarde par-dessus les... Va pouvoir vivre un peu, regarder l'avenir en bleu. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde. Ils sont là qui lui font la haie. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Ce qui était sûr, c'est que j'étais heureuse de pouvoir travailler avec quelqu'un dont j'aime le travail, que je respecte en tant que comédienne, en tant que femme aussi, en tant que personnage. Donc c'était les mots-là, pour moi, c'était une grande chance, un grand bonheur, un grand honneur de pouvoir travailler comme ça avec elle. Donc l'idée, c'était justement que ça me permettait... J'aime faire du spectacle, j'aime la chanson, mais c'est vrai que je me sens pas... Moi, je me sens pas propre, enfin capable de monter un spectacle de chanson. En revanche, je suis très solidaire de ce qu'elle fait. Et au point de vue, encore une fois, théâtral, et ce qu'elle apporte du point de vue humain aussi, je trouvais que c'est une chance énorme de pouvoir travailler avec elle. Donc c'est comme ça que je le dirais, comme une chance. Bien sûr, il y a les teintures, mais le problème n'est pas là. La blondeur, c'est une nature. On est blanc, nous on ne l'est pas. Elles ont la beauté bien heureuse, on les regarde, c'est normal. Tandis que nous, les besogneuses, on brille, on a du mal. À nous barrettes et chapeaux, autant dire les grands travaux. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde nous oublie. Plus personne qui nous répond. Ils sont là qui nous font la haine. Toujours, il arrive une blonde. Et on la haine. Quand on joue ou quand on s'exprime... évidemment, il y a l'égocentrisme qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que on s'exprime, on exprime ce qu'on soi-même toujours, et ça, c'est pour la connaissance de soi, c'est pas terrible parce que on a l'impression que le monde s'arrête à notre compréhension, et j'espère bien que le monde, enfin, ça serait un de mes souhaits, s'arrête pas à ma compréhension, parce que sinon, alors le monde est un peu restreint, quoi. Le monde est plus vaste. Et la chance qu'on a des fois quand on est sur une scène et qu'on abandonne certaines choses, c'est qu'on peut, j'en ai déjà parlé un peu avant, percevoir cette chose qui nous dépasse. On est dépassé, quoi. Et en même temps, on est dans un moment unique en étant sur une scène
parce que ce qui se passe dans la vibration des mots qui sortent de la bouche, dans l'étonnement aussi des mots qui sortent, dans l'étonnement même de voir sortie de secours, hein, quand on joue, ça arrive, ou d'entendre un auditeur tousser, ou... ouais, il y a tellement de choses qui se passent, c'est unique, quoi. Et c'est ce moment-là, et c'est une banalité de le dire, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, et l'impossibilité de le filmer, je pense, et de le thésauriser, on peut que le garder, quoi. Il manque une journée internationale de l'Amérique, la journée US. Non, je fais un acte de contrition. Je les ai critiqués. J'ai exprimé des réserves. Et voilà qu'ils nous tiennent tous sous le charme. Ils ont des projets maintenant. Pour tous, pour tout. Nous les écoutons, ravis, bouche bée. Pourquoi ne pas nous acquitter de notre dette envers eux le 16 janvier chaque année, par exemple. Partout, tout un jour, on boirait leur excellente boisson. On mangerait leur excellente nourriture. On écouterait l'excellente prêche de leur excellente religion. On se repasserait les films de leur excellente guerre, à moins qu'il n'en soit déjà ainsi chaque jour. Chaque jour, quelque chose comme une ère américaine sur une terre américaine pour y vivre une vie américaine. Au secours! Au secours! J'ai commencé à chanter à l'âge de 30 ans. Je crois pour avoir une parole singulière, en tout cas une parole qui m'appartenait. Et je me suis rendu compte après que c'était pour participer aussi au combat des femmes. Et ça m'a tenu beaucoup, beaucoup à cœur. Et je me suis toujours demandé pourquoi le combat des femmes était le combat le plus caricaturé. Alors que c'est une des révolutions du XXe siècle, parmi les plus importantes et les plus nécessaires, qui est encore en marche. Il y a des reculs, il y a des avancées. Mais comme toutes les luttes sociales, je crois, c'est des combats qu'il faut mener partout où on peut, avec les mots, avec le théâtre aussi. Il faut se battre continuellement pour faire avancer les luttes, à mon avis, pour que le monde s'humanise. Je sais pas, la vie est tellement fragile. Il y a un tel manque d'égard les uns vis-à-vis des autres, une telle vulnérabilité. Enfin, le monde est tellement cru que chaque fois qu'on peut, il faut apporter de l'humanité. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que je suis sur une scène de théâtre. C'est pour apporter ma contribution, entre guillemets, mon petit murmure dans le brouhaha du monde, ou le vacarme du monde, même si c'est un tout petit murmure, pour comprendre comment vivre ensemble, comment être ensemble, avec moins de barbarie et plus de dignité. Bien sûr que c'est des grands mots, mais on est face à ça, hein. On est face à ces grands mots et on est démunis. Quelquefois, moi, j'arrive à rassembler 2 pièces du puzzle et à reconstituer un peu de ma musique, enfin, de ma mélodie, ma musique de vie, ma musique... Et tout à coup, il y a des sens qui se dégagent, et pour un moment, il y a une lumière qui se fait, et on entrevoit quelque chose. Faire du théâtre, c'est une façon de lancer des fusées, comme ça, éclairantes, dans certaines nuits, quoi. Et je crois que j'arrive à entrevoir quelque chose par moment. Et c'est de nouveau, j'entrevois plus, mais entrevoir, c'est déjà formidable. Help! Help! Help!
Yes, do it yourself. Ladies and gentlemen, hot dog, high society, big grill, milk leaf slip, foot boom. Shoot cool good, Kleenex. Melted pot, closet, golden boy. Playboy, paddock, jukebox, boycott, cowboy. Punch. Speed, kidnapping, marketing, beating, partying, building, smoking, zapping, doping, forcing, turning, trapping, pudding. Et un Mickey Mouse, thank you. Un jour, à Paris, Valentino présentait sa nouvelle collection haute couture dure. Cette année-là, il a misé sur des tenues de camouflage. Parce que, dit-il, la guerre, ça fait rêver. La guerre, ça fait rêver. Moi, je suis curieuse un peu de tout et je pose un regard que j'essaye neuf, étonné sur les choses. Le vieux Brecht, il disait, sous le quotidien, découvrez l'insolite. Ça reste valable pour moi, ça reste valable de toujours se questionner. Et d'ailleurs, je crois que la seule réponse, et ça je le sais bien, c'est le questionnement. Les gens disent tous la même chose. Ils disent tous, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ça n'arrive qu'à moi. De temps en temps, il y en a un à qui il n'arrive rien, qui ne dit pas comme tout le monde, il dit ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'il a entendu les autres dire ça n'arrive qu'à moi, il croit que ça n'arrive qu'à eux, aux autres. Alors que peut-être il n'y a qu'à lui que ça arrive de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que lorsqu'il s'en aperçoit, il dit comme les autres, ça n'arrive qu'à moi. Cela m'est arrivé à moi. Alors si cela vous arrive, je veux dire, si vous faites partie de ceux qui, comme moi, disent ça n'arrive qu'aux autres, posez-leur la question aux autres, qu'est-ce qui vous arrive? Ils vous répondront tous la même chose. Dans le choix des textes, c'est vrai, j'écris moins. Je continue à écrire, mais moins qu'avant. Je choisis toujours des textes qui, d'une certaine façon ou d'une autre, élargissent. Enfin, la seule chose qui m'intéresse, dans le fond, c'est élargir la vision, élargir son champ de conscience, d'appréhension des choses, de perception. Essayer d'être toujours plus large, enfin, de complexifier, pas compliqué, mais de complexifier la pensée, la perception. Je ris parce que c'est compliqué. Mais par exemple, si je prends Gerasim Luka, j'aime les mots, c'est vrai. Le théâtre, c'est une parole. J'aime Gerasim Luka parce que lui, il triture la matière des mots jusqu'au vertige. Et c'est de ce vertige que naît le sens. Et ça me plaît aussi parce qu'au départ, ça ne veut rien dire. Et petit à petit, ce vertige crée du sens. Et j'aime aussi De Vos, par exemple, parce que lui, non seulement il va jusqu'à l'absurde, mais il dit, dans son absurde, il dit des choses fondamentales. J'aime bien ça, parce qu'il y a cet humour, cette distance. Et j'aime bien aussi prendre des poètes comme Desnos, comme Brassens, comme Anne Sylvestre, comme Michel Bernard, mais aussi des gens simples, parce que pour faire un tour de chant, il faut des textes d'une grande simplicité, mais qui disent des choses fortes, quoi. Et je rends hommage d'une certaine façon à ces poètes, parce que la poésie m'aide à vivre, la poésie m'aide à casser les certitudes en moi, à m'ouvrir, à tenir debout. Les poètes et les musiciens, la musique aussi, c'est pour ça que j'aime les tours de chant, parce qu'il y a et la musique et les mots. Et en plus, avec les mots et la musique dans un tour de chant, on peut jouer tout le temps. Jouer avec les confrontations, jouer avec l'humour, le dramatique. On peut casser une chose trop émouvante pour faire un montage, pour rebondir, pour
Jouer avec les différents sens, et puis ça me plaît, quoi. C'est du jeu, c'est ludique. Il est petit, il est grand. Il est faible, il est fort. Perdu sous le ciel, mais portant tout le ciel en lui. Il ne sait pas où il va. Il est entraîné par le temps. Le temps déborde sur sa route. J'ai trop souvent tiré le rideau sur ma vie. Ouais. Je me suis complètement laissée envahir par des détails. J'aurais dû me perdre beaucoup plus. J'aurais dû m'abandonner, saccager mon cœur, aimer, 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 ouais, aimer. C'est que je sais pas. Je sais plus. J'ai jamais su. Je cherche. Je cherche le... J'ai perdu le... C'est le fil, je crois que j'ai perdu le fil. Moi j'aimerais être incinérée avec dispersion des cendres. Je les répandrai dans mon jardin. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus ce que je fais. J'ai dit que j'irais dans mon jardin. Je ne veux pas vraiment. Mais je ne sais pas si la mort était comme un de ces insectes étranges, répugnants, qu'on découvre sur soi tout à coup. Vous passez, soudain, un autre passant vous arrête et, avançant précautionneusement, deux doigts vous dit « Pardon, vous permettez, vous avez monsieur tenez la mort là sur vous. » Et avec deux doigts, il la prend, il la jette. Ce serait magnifique. Par rapport au jeu du comédien, ou à être sur scène, au jeu de la diseuse aussi, que je suis, je dirais pas chanteuse, mais diseuse. Mon objectif ou mon rêve, ce serait d'avoir la plus grande puissance sans force. Mais même dans la douceur. Hein. Ce serait un de mes buts. Et mon autre but, c'est de chaque fois, dans la partition du rôle que j'interprète, ou du montage que je fais dans mes tours de chant. J'aime beaucoup le montage, parce qu'avec le montage, c'est comme un mécano. On peut faire dire beaucoup de choses à un texte, suivant l'endroit où on le place, faire un autre objet. Et je ne sais plus ce que je disais, mais ouais, j'ai envie de porter toujours un regard un petit peu décalé qui ouvre d'autres champs de conscience, ou d'autres horizons. Comme si on a un fonds de commerce quand on est comédien, une espèce de verroterie ou qu'on trimballe avec soi. Et comment faire pour chaque fois remettre ça sur le métier, pour pas utiliser ce qu'on connaît déjà, et d'avoir un regard toujours un tout petit peu décalé pour comprendre d'autres choses, et aussi être en accord avec le metteur en scène, avec les autres comédiens, parce que quand je travaille, je suis plutôt d'accord d'aller dans le sens qu'on me demande. Mais, contrairement à ce que certaines personnes disent, moins le comédien comprend, meilleur il est, moi je crois que c'est le contraire. Plus le comédien est conscient, bien sûr il ne peut pas être conscient de tout, c'est pas lui qui a la mise en scène, mais quand on est sur une scène et qu'on entend l'espace, qu'on le voit, qu'on se rend compte de où on est dans l'image que le spectacle donne, où on est dans la partition des mots, comment on intervient et tout, d'abord c'est une jouissance extraordinaire, et en plus
on a cette petite distance qui fait qu'on se voit travailler, et plus on se voit travailler, mieux on peut être dans ce qu'on fait. Et je trouve que pour ça, il faut une intelligence de ce qui se passe, on est obligé. Et puis du sens qu'on est en train de porter sur une scène. Voilà. Ceci dit, quand on échappe à sa propre garde, c'est-à-dire à tout ce qu'on sait, c'est un plus. C'est-à-dire qu'à tout à coup, la grâce qui peut vous atteindre, et ça arrive. Il y a des moments, quand on est sur scène, où on échappe à la partition, où on échappe, mais c'est ténu, hein, c'est le rayon vert. Et tout à coup, on a des moments de grâce. Et pour ça, il faut s'abandonner. Je pense qu'il faut être disponible, il faut se laisser faire. Et il faut justement abandonner la volonté et en même temps avoir une volonté derrière, forte, quoi. C'est tous les contrastes, c'est toutes ces pieds solidement ancrés et puis la tête dans le ciel, quoi. C'est des choses simples, mais on est traversé comme ça et comme ça. Et en même temps, on a conscience qu'avant de parler, c'était le silence. Avant de bouger, c'était l'immobilité. Et on y retourne au silence et à l'immobilité, qui est probablement l'état naturel. Mais c'est élargir un peu le regard, quoi. J'allume quand je l'ouvre. Voilà, et puis quand tu l'ouvres... Quand je l'ouvre, tu allumes. Oh, je me réjouis déjà. Tu veux que je te tricote un petit quelque chose? La lumière va pas jusqu'en haut, ça fait rien. Ouais, ça je vais régler encore en détail. Parce que la position, c'est comme ça. Hein. Pour moi, ça va. Alors le peu que ça a duré... Quand tu as les genoux quasiment contre. J'ai les genoux contre la... Contre la valise. Ouais, je peux pas plus là, ouais. D'accord. Ah si, tu te recules en fait. C'est mieux? Avec la valise aussi? Non, en laissant la valise sur la C'est bon. quelque chose. Le peu que ça a duré au total une jeune fille. La vieillesse. La vieillesse, elle fait partie de moi. C'est comme si j'avais toujours été vieille. Mais qu'est-ce que c'est? Aide-moi, pense avec moi. La vieillesse, la vieillesse. C'est comme une sorte de race. Il y a les vieux comme il y a les nègres. Quand tu dis que tu es vieille, tu n'y crois pas. Non, oui, tu es toujours de la race des jeunes. Tu dirais de la même façon que tu es nègre si on avait collé un masque de nègre sur ta figure. Mais c'est un masque de vieux qu'on a collé sur ta figure. On a fait ça. Je dis on, je pourrais dire aussi bien, c'est la vie. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire du théâtre à l'école romande d'art dramatique, on avait des cours d'histoire du théâtre. Pour donner un exemple précis, c'était Richard-Édouard Bernard qui les donnait. Je ne comprenais rien, mais rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme s'il parlait une langue étrangère. Donc ça m'a beaucoup posé de questions sur l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est? Quand on vient d'un milieu où on n'a pas accès à la culture, aux idées,
Je me souviens que les comédiens faisaient des jeux de mots. Je ne comprenais rien non plus. Je ne suis pas plus bête qu'une autre, j'espère pas. Et je ne dis pas que j'ai rattrapé, oui, j'ai rattrapé mon retard, mais par exemple, j'ai pas fait d'études du tout. J'ai quitté l'école à 16 ans. C'est vrai que j'ai toujours un peu un wagon de retard, il me semble, comme ça. Et ça m'a posé longtemps des questions, quoi. Je me disais, ouais, t'es pas adéquate, t'es pas... Puis voilà, puis il faut bien que je m'y fasse. J'ai travaillé principalement en France, en Belgique, au Québec. J'ai beaucoup chanté là-bas, j'ai beaucoup fait de tournées de chansons en France. Je fais du théâtre aussi à Bruxelles, j'ai fait dans des villes à Paris. Comment dire? Je pense que pour la chanson, j'aurais eu des possibilités de prendre des voies rapides vers une plus grande notoriété. Ça, c'est pas fait pour différentes raisons, pas tellement intéressantes à expliquer, mais d'abord parce que j'avais mes idées à moi, et d'autre part, ce que je chantais était pas si commercial que ça, pas très commercial. Et puis j'avais pas non plus envie de m'installer à Paris, ce que j'aurais dû faire. J'avais un enfant, et c'était important pour moi de rester là. Je voulais pas, il n'était pas question à ce moment-là de partir, enfin dans ma famille, de partir à Paris, quoi. J'ai même pas tellement réfléchi à la question. Par contre, je suis allée à Paris une année, à 16 ans, suivre les cours de Tania Balachova pendant une année. Ça, c'était une expérience forte, un petit peu trop brutale pour l'âge que j'avais et quittant mon institution religieuse. J'étais une petite fille que je retrouve maintenant, que j'ai probablement perdu de vue pendant très longtemps, même si pour moi le théâtre c'est le jeu, donc un principe d'enfance, mais je crois que la petite fille, c'est normal. Je suis à un âge maintenant où probablement j'ai un peu tous les âges de la vie, quoi. De la petite fille à la vieille dame. Alors je la retrouve très fort, ma petite Yvette.